Bonsoir, le Léman Express, longtemps attendu, est enfin sur les rails. Après 100 ans de discussion, 8 ans de travaux, le plus grand RER transfrontalier d'Europe circule. Je vous propose ce mois-ci de découvrir plusieurs reportages réalisés pour sa mise en service. Et on commence tout d'abord avec ce tout premier train qui a circulé le 15 décembre à 5 h, une mise en service effectuée malgré le mouvement de grève français. Julie Zog. 4h30 ce matin, à la gare d'Annemasse, tout est fin prêt pour l'inauguration du CEVA. Le temps de prendre son billet et les voyageurs les plus matinaux sont accueillis avec le tapis rouge pour un café croissant. Les cheminots sont aussi présents, mais pas de grabuge à l'horizon. Les officiels arrivent pour le premier trajet de ce train plein de promesses. On vit un moment particulier et historique. J'ai été encore jamais à Annemasse à 5 h du matin dans ma vie, mais aujourd'hui c'est pour la bonne cause. On s'apprête à entrer dans ce train là, qui part dans 3 minutes et à faire ce parcours que l'on a attendu pendant très très longtemps. Et on attend aussi beaucoup que ça diminue la circulation de transit. Mais ce n'est pas seulement pour les pendulaires, mais également pour les gens de la rive gauche à Genève. Ça nous rapproche de tout le reste de la Suisse également. À bord ce matin, le plus vieux contrôleur de France, 41 ans de maison au compteur. Donc j'ai fait la plus grosse partie de ma vie, je l'ai passée dans le train. Donc c'est une juste récompense de mon entreprise et je les remercie. 5h05, départ. On immortalise l'instant. Le fameux CEVA quitte enfin Annemasse. On se demandait si ça allait voir le jour, un jour justement. Et finalement d'être là aujourd'hui, ouais, c'est quand même un peu émouvant. Même les plus jeunes ont tenu à être du voyage. Je suis passionnée de train et ouais, j'ai réveillé tous mes parents pour aller sur ce train. C'est comme si on faisait une histoire, on va le premier et voilà, on est historique après. Bon, espérons, voilà, ça enlèvera les voitures de la route et voilà, ça sera plus rapide que le tram et voilà, ça révolutionnera le transport genevois. Une révolution déjà en marche pour certains. On est bien sûr ému, mais il y a moins de 20 minutes, on était en gare d'Annemasse. Et maintenant, on va arriver dans 2 minutes à Cornavin. Au total, 22 minutes. Même quand il n'y a pas d'embouteillage à Genève, on ne peut pas en voiture. À Cornavin, la compagnie 2602 prend la relève. Le premier Léman Express du jour en provenance de Coppet arrive avec le reste des officiels. C'est la mise en service la plus complexe que les CFF ont jamais vue, probablement la plus complexe dans le monde. Bravo. Direction le hall central pour l'acte symbolique de cette matinée. Sur place, une foule s'amasse autour de 2 rames de 3 mètres de Léman Express réalisées en pâtisserie. On y va? Alors je crois qu'il faut entamer maintenant, il faut commencer. Pas de coupée de cordon pour cette inauguration. Mais les lève-tôt auront eu droit à leur part du gâteau. La mise en service a suivi l'inauguration politique du Léman Express. Elle avait lieu le jeudi précédent en présence de nombreux élus, dont le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. On les écoute. On voit à quel point c'est important pour toute la région, mais c'est aussi un projet modèle, je dirais, parce que la coopération entre la Suisse et la France dans la région, entre les cantons, je pense que ça aussi un modèle pour avoir une coopération. Et puis finalement pour le climat, il faut quand même le dire, on discute aujourd'hui beaucoup du climat, mais il faut donner à la population la possibilité de faire des transports en train. Et maintenant la population elle a vraiment une possibilité, alors je pense aussi que c'est une bonne journée aussi pour le climat. On l'a fait ensemble, c'est quand même un trait d'union extraordinaire. C'est rare d'avoir une infrastructure qui va autant améliorer la vie des gens. Il faut se dire qu'en moyenne, les gens qui vont prendre le train, le Léman Express, vont gagner à peu près 20 à 40 minutes de vie chaque jour. C'est énorme. Et c'est mieux pour l'environnement. Quand vous regarderez les rames, vous pourrez vous dire c'est l'équivalent de 400 voitures qu'on supprime. 25 fois moins polluant. Donc on est fiers d'avoir fait ça ensemble. Et voilà, pour moi, moi j'ai appris à découvrir
la Suisse, son tempérament, à mieux comprendre. J'aime ça. Et j'aime l'idée que nos frontières ne soient pas des séparations, mais des points de croix qui unissent les deux côtés. Voilà, on y est, on s'est beaucoup battu pour. Hein. Ça y est, là maintenant c'est vrai. On est dans une vraie gare, on a pris un vrai train et c'est parti. Je vous propose maintenant de revoir une partie de notre émission spéciale consacrée à la mise en service du Léman Express réalisée le 15 décembre. Nous revenons là sur l'aspect historique de ce CEVA. Il faut remonter loin, très loin, pour voir les premières traces de ce train transfrontalier. 1881, une toute première convention est signée pour la réalisation d'une liaison Annemasse-Genève. 30 ans plus tard, une autre convention est signée pour le concrétiser. Mais la réalisation traîne du fait de la Première Guerre mondiale et du faible pouvoir économique de la région. En 1868, le tronçon Cornavin-la-Praille est réalisé. Dans les années 80, une sorte d'accord de chantage est conclu. Les CFF acceptent de faire la connexion ferroviaire entre Cornavin et l'aéroport. En échange, le canton s'engage à renoncer au CEVA pour 20 ans. Alors, dans les années 2000, le projet ressurgit. Mais à l'époque, on préfère s'intéresser à un métro léger entre Annemasse et Saint-Genis-Pouilly. Robert Kramer, alors conseiller d'État, tient tout de même à étudier le projet CEVA, d'autant que le Grand Conseil est favorable à ce dernier. En 2001, malgré des difficultés à convaincre, le CEVA est acté. 4 ans plus tard, les travaux en gare Cornavin commencent. Dès lors, une initiative est lancée pour faire barrage au CEVA. Finalement, elle est invalidée. Genève Soir, le journal. Éviter d'avoir un RER de retard. La campagne en 2009, nouveau cheval de bataille des opposants, car le peuple genevois doit décider s'il octroie le financement d'un crédit au CEVA. La votation du 29 novembre cristallise une guerre des clans pro et anti-CEVA, avec des affiches polémiques visant la racaille d'Annemasse. Résultat de la votation. 62% environ de Genevois et de Genevoises disent oui à cette liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives. C'est oui aussi. Le projet se lance officiellement. Le 15 novembre 2011, le premier coup de pioche est donné. Le gros œuvre vraiment commence l'été l'année prochaine. Les travaux commencent et avancent, mais en décembre 2014, un accident met en pause le chantier du tunnel de Champel, car un ouvrier est grièvement blessé. Pour sécuriser, la construction des travaux supplémentaires sont réalisés entraînant surcoûts et retards. En octobre 2015, nouvelle étape, le tunnel de Pinchat est percé. Les mois qui suivent, les gares sont bâties avec pose de briques de verre. En septembre 2016, événement symbolique majeur, les tranchées suisses et françaises se rejoignent en grande pompe. Dès l'été 2017, la technique ferroviaire est lancée. C'est aussi un moment très important. En fin d'année, le 8 décembre, la gare de Lancy-Pont-Rouge est mise en service. Ainsi périssent les ennemis du Léman Express. Les premiers trains Léman Express circulent entre Coppet et Lancy. En 2018, la voie verte est inaugurée avant un dernier grand geste symbolique, la jonction des rails entre Suisse et France. En 2019, un compte à rebours est lancé, les premiers tests trains sont effectués et le travail de secours d'urgence testé. Tout cela pour arriver à la mise en service au 15 décembre, plus de 2 ans après ce qui était prévu. Et on accueille 3 nouveaux invités en plateau pour parler de cet aspect historique. Antoine Datradad, chef du projet CEVA, Robert Kramer, ancien conseiller d'État genevois, et puis Claude Barbier, historien du Grand Genève. Bonjour à vous 3. Bonjour. Antoine Datradad, vous avez mené ce projet depuis 2011. Finalement, on vous a vu dans le reportage, vous n'avez pas pris beaucoup de cheveux blancs, vous n'avez finalement pas beaucoup changé, alors que ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu, mais en fait c'est 2006. Et puis c'était effectivement, à ce moment-là, on déposait le dossier auprès de l'Office fédéral des transports. Et puis effectivement, c'est de nombreuses années. Et je crois que j'ai ma dose de cheveux blancs quand même. Vous dites à vos équipes que c'est 10 ans de travaux et moins 10 kilos, c'est juste? Oui, je dis mais voilà, que j'ai pris 13 ans et j'ai perdu 13 kilos, donc voilà, c'est juste une anecdote. Est-ce qu'on peut juste expliciter avec vous la différence entre CEVA et Léman Express? C'est vrai que les Genevois ont toujours tendance à parler du train CEVA. Est-ce que vous pouvez nous clarifier ça une bonne fois pour toutes? Ah oui, alors c'est assez simple. CEVA, c'est l'infrastructure ferroviaire qui est l'épine dorsale du Léman Express. En fait, le CEVA, c'est les tunnels, c'est les gares. Et puis Léman Express, c'est cette fabuleuse offre qui commence aujourd'hui avec ses 45 gares, ses 230 km. Donc les gens vont emprunter le Léman Express tous les jours, j'espère, et puis vont traverser une infrastructure qui, une fois, s'est appelée CEVA.
Claude Barbier, on parle de ce train transfrontalier vraiment depuis 1881 avec la toute première convention. Mais finalement, l'histoire du train dans cette région, ça remonte à bien avant. On avait déjà envie de relier Genève à Annecy, notamment par Saint-Julien. Oui, c'est le projet d'un ingénieur piémontais qui s'appelle Médaille, qui avait l'idée d'un tunnel sous le Fréjus, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, Saint-Julien et Genève. Et en fait, de cette infrastructure dont on rêve encore, n'a subsisté que le tunnel du Fréjus qui a été percé et inauguré en 1870, si je ne m'abuse. Et finalement, au départ, l'État français a envie de créer une ligne, mais qui contourne Genève. Alors en fait, les autorités françaises estimaient que et le Pays de Gex et la Savoie étaient trop reliés déjà à la Suisse par les routes. Et donc il fallait éviter que par le ferroviaire, eh bien, la Savoie du Nord, en l'occurrence, ne s'annexe à Genève. On a vu dans ce reportage, dans les années 80, cette espèce de chantage CFF Canton. Voilà, on s'engage à faire la liaison Cornavin-Aéroport. En échange, vous ne nous parlez plus du CEVA jusque dans les années 2000. Vous, Toc Toc, dans les années 2000, vous le faites réapparaître, ce projet. Oui, mais il faut savoir que les CFF étaient bien appuyés par le canton, parce qu'à l'époque, le canton, si on remonte à la fin des années 80 aux années 90, il avait un autre projet. C'était celui du métro léger, c'est-à-dire en somme un super tram qui devait traverser la ville, mais qui n'avait pas du tout une perspective régionale. Et donc le grand changement, c'est que il y a eu à un moment donné des mouvements d'opinion qui ont remis cela en cause, qui ont dit non, ce métro léger, c'est pas le bon projet. Il faudrait qu'on fasse autre chose. Puis les autorités disaient mais c'est idiot, ce métro léger il est déjà dans une loi, il a été voté par le Grand Conseil, on a commencé à passer des accords avec la France pour le faire, on ne va pas recommencer à zéro. Et la grande difficulté, ça a été de dire ouais, on va recommencer à zéro, parce que ce qui est le plus facile à faire, c'est de recommencer à zéro, parce qu'on ne recommence pas à zéro. On recommence avec la Convention de 1912, on a un tracé, on a un financement, 1/3 le canton, 2/3 la Confédération, donc on a une base solide pour faire quelque chose de régional, qui sera peut-être moins confortable pour traverser les rues basses, mais alors beaucoup plus important par rapport au rôle de Genève. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on aimait beaucoup le tram. Claude Barbier, dans les années 60, ce qui est complètement fou, c'est que le tram, il allait partout, jusque très loin en France voisine. On avait cette tradition-là. En fait, le réseau de tram, son extension maximale, c'est en 1925. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de la démocratisation de la voiture, on voit qu'il y a un démantèlement du réseau de tram qui se fait de manière progressive, mais quand même assez rapide, qui fait qu'en 1960, il n'y a plus que la ligne 12 qui subsiste, ligne dont on dit que c'est la plus ancienne d'Europe, mais en fait on a vu que ce démantèlement a été une erreur parce que la voiture engorge la ville. Il faut quand même souligner aussi, parce qu'il est quand même modeste, c'est le rôle de Robert Kramer dans la réalisation du CEVA, quoi. Ouais. On a ce CEVA qui finalement aboutit. Vous réussissez avec d'autres élus à faire accepter ce projet. Pourtant, la Confédération, au départ, voulait pas forcément payer. Vous avez même menacé la Confédération de porter plainte contre elle. Oui, c'était très clair l'histoire. C'est qu'on a passé d'abord 2 ou 3 ans à négocier très précisément qui doit payer quoi, à partir justement de la Convention de 1912. Et à l'arrivée des courses, on me dit oui, ben c'est gentil, on sait comment ça va se passer, mais on n'a pas un centime à la Confédération pour payer. Alors moi, ma première réaction au fonctionnaire qui m'a dit ça, je lui ai dit écoutez, moi je suis avocat, juriste de formation, et je vous dis un truc très simple. Quand on a signé un contrat, on le respecte, et la loi me permet de faire un procès direct devant la Confédération pour exiger que vous respectiez vos engagements d'abord, puis quand j'aurai un jugement contre vous, je vais saisir les biens de la Confédération à Genève si vous ne voulez pas payer. Bon, c'était un petit peu pour rire, un petit peu pour montrer qu'on était un peu sérieux dans nos intentions. Finalement, les choses se sont arrangées de façon plus pacifique. Antoine Natrindade, cet aspect financier, on a cessé de vous en parler pendant des années. À chaque fois, ça vous chagrinait, vous qui étiez le nez dans ces travaux? Alors, chagrinez pas, c'est clairement aussi la mission du maître d'ouvrage, puisqu'il s'est engagé sur un budget, de construire pour ce budget-là. C'était clairement une contrainte. On était allé, le canton était allé devant les Genevois pour demander un supplément de crédit qui avait été obtenu. Merci à eux. Millions. Exactement. Et puis, il nous tenait à cœur de montrer qu'on pouvait faire un projet de cette importance-là en respectant les budgets. D'autant qu'au tout départ, dans les années 2000, quand on parle du coût du CEVA, c'est environ 740 millions. Au final, 2019, 1,6 milliard. Comment est-ce qu'on explique ça, Robert Kramer? Écoutez, au départ, ça a toujours été à peu près
1 milliard. Hein. Après, il faut savoir qui paye, donc c'était un tiers, 2 tiers, etc. Il y a eu des petits calculs qui ont été faits autour de ça. Pronostiquer 1 milliard, à l'arrivée des courses 1,5 milliard, je dirais c'est presque régule, j'entends. Quand vous regardez le Gothard, combien ça a coûté, dès le moment où vous faites un trou, en Suisse, ça coûte 2 fois plus cher. Nous, ça a coûté seulement 50% plus cher. Bravo à M. Datrindade. Et puis un regret, ça m'ennuie qu'on ait économisé 50 millions sur les gares. Quand on en a 1,5 milliard, il fallait faire nouvelle comme prévu. Hein, sur ces fameuses briques de verre, on en a mis moins aussi. Hein. Oui, elle est beaucoup moins transparente. On avait conçu les gares qu'on serait peut-être venu voir de loin à Genève, puis on a fait un truc un peu plus banal. Mais enfin, quand on fait une voie de chemin de fer, le but, c'est pas de faire des gares, c'est que les trains circulent. Et là, ils circulent et ils vont bien circuler. Robert Kramer, pourquoi est-ce qu'on l'a pas changé ce tracé? C'est va peut-être pour le faire passer un peu plus au centre-ville. Alors, ma réponse est très claire. Si on avait touché d'1 millimètre le tracé, on n'aurait pas fait le CEVA. L'avantage que nous avions avec la Convention 1912, c'est qu'il y avait un financement, on l'a rappelé, et puis il y avait aussi un tracé qui était annexé, il y avait une carte avec le tracé. Et ce qui a permis d'aller de l'avant, c'est qu'on s'est arc-bouté sur ce tracé en disant on réalise ce qui était prévu. Et bien sûr, j'ai des collaborateurs d'administration qui me disaient ce tracé il est débile, il faudrait en faire un autre, les gares elles sont pas au bon endroit, etc. Et je leur disais si vous voulez faire quelque chose, c'est pas le mieux qui va l'emporter. On fait ça ou on fait rien. Et puis, bien malin, qui peut dire quel est le bon tracé? Vous allez dans n'importe quelle ville au monde, le tracé qu'on a inventé il y a 100 ans, on l'aurait fait certainement différemment aujourd'hui. Voilà, donc ce tracé, c'est un tracé historique, il va très bien. Aujourd'hui, tout le monde vous explique qu'il est formidable, il aurait été tout aussi formidable différemment. L'important, c'est qu'il y ait le train. Claude Barbier, le schéma en étoile, c'est ce qui prévaut normalement. Là, pour le coup, on ne l'a pas vraiment. C'est du fait de cette frontière, justement? Oui, tout à fait. Si vous prenez, alors malheureusement, je n'ai pas une carte schématique, je dessine en plus formale, mais si vous regardez bien, Genève, le réseau ferroviaire regarde vers l'est, vers la Suisse, vers Berne. Le réseau français, donc dans le Pays de Gex et en Haute-Savoie, il regarde vers l'ouest, vers Lyon. Donc, si vous voulez, ce qui a manqué, c'était cette transversale qui venait relier donc le Pays de Gex à la Haute-Savoie en passant par Genève. Alors, on en a déjà un bout, c'est le CEVA. Maintenant, il faudra penser aux étapes ultérieures. Mais oui, ça se fera. On est déjà dans la suite. Ça se fera. On sera peut-être plus là pour le voir, mais ça se fera. Antoine Datrindade, on revient un peu à 2011, le début de ces travaux. Vous avez dû faire avec des centaines d'oppositions, 1700 oppositions avant même de commencer. Puis au fil des années, beaucoup d'oppositions. Ça a été un drôle de cheval de bataille. Oui, en fait, toute la première partie du projet de 2006 à 2011 a consisté à, une à une, faire tomber ces oppositions, d'abord auprès de l'Office fédéral des transports, et puis ensuite on a eu les recours au tribunal administratif fédéral, et enfin encore des recours au tribunal fédéral. Et puis même après cela, malheureusement, on a eu encore des propriétaires qui se sont opposés à la prise de possession des terrains, ce qui nous a retardé d'une année dans les travaux. On a eu encore ces oppositions lorsqu'on a mis à l'enquête les dalles flottantes. Donc oui, c'était aussi une partie du travail. Mais finalement, ces riverains, on peut aussi les comprendre. D'un coup, il y a un gros train massif qui va passer en dessous de leur habitat. Ça peut trembler. À la sortie de ce train, sur les parties en surface, ça peut aussi gêner. Vous comprenez ça aussi, ces préoccupations des riverains? Alors bien entendu, on a la chance d'être dans un pays où on peut défendre ses droits, demander des explications. Donc certaines oppositions sont tout à fait légitimes. Elles ne l'étaient peut-être pas toutes. Robert Kramer, on va tout de suite prendre la direction d'Annemasse pour trouver quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un autre papa du CEVA, c'est Robert Borrell. Jérémy, c'est à vous. Vous êtes le père politique français, disons, de ce Léman Express. Quel sentiment prédomine aujourd'hui ? La satisfaction, bien entendu, mais aussi beaucoup de souvenirs qui remontent. Je salue Robert Kramer puisqu'il m'entend. On a beaucoup travaillé ensemble avec Bernard Gauss et un certain nombre d'autres. Côté suisse aussi, il y avait des gens qui étaient favorables à cette union des territoires. Parce que c'est ça le problème principal. C'est bien les trains et les tramways, mais ce sont des éléments d'un ensemble. Et l'ensemble, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'on crée cette communauté urbaine transfrontalière franco-genevoise.
Quelle aventure, quelle folle aventure en tout cas ce Ceva. Est-ce que vous pensiez le voir de votre vivant circuler? J'avais peur de disparaître avant qu'il arrive, mais j'ai par chance pu le voir et monter dedans. Ce matin, je me suis levé à 4 heures, j'allais prendre le café à Genève et revenu. C'est très agréable. En 20 minutes, on est en bas. On a l'impression qu'il n'y a plus de frontières, quoi. Oui. Non, c'était tout à fait incroyable. Et quand nous avons commencé à travailler là-dessus, avec Paul Gillian, Pierre Milleret, les gens qui ont fondé la Gédrie dans les années 80, on a travaillé 20 ans avant que les idées viennent à la surface. Alors aujourd'hui, on fête cette mise en service. Demain, il faudra voir comment ça va se concrétiser. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les habitants d'Annemasse et de la région vont abandonner leur voiture au profit du Ceva? Alors, vous savez, on a toujours su, dès les calculs d'ingénieurs au départ, que ça ne supprimerait pas les voitures. Hélas, ça écrème, si vous voulez, le nombre. Quand on est en vacances d'été, on constate que tout d'un coup, la circulation est fluide. On va revenir à ce stade-là toute l'année, je l'espère. Maintenant, après, est-ce que ça va marcher? Moi, je suis totalement confiant. Je suis sûr que ça va marcher et que les gens vont s'habituer à vivre tout ça comme une seule ville. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être un gain d'attractivité pour Annemasse aussi, hein? On parle peu de ça, mais est-ce que les Genevois vont venir à Annemasse pour faire leurs achats, pour ces attractions touristiques peut-être? Ils viennent déjà, mais ils viendront plus nombreux parce que c'est plus facile. Je lisais ce matin dans un journal l'avis d'une Genevoise qui disait c'était compliqué d'aller à Annemasse. Maintenant, ça ne l'est plus. Et puis, encore une fois, nous sommes une même agglomération depuis le pays de Gex jusqu'ici et très en-delà dans les vallées, jusqu'à Thonon, jusqu'à Bonneville ou La Roche. C'est un seul pays avec une métropole régionale qui est Genève, que nous respectons beaucoup, mais nous aimons aussi avoir notre identité en face d'elle. Et je crois que l'ensemble aujourd'hui fonctionne bien parce que chacun se respecte, chacun fait ce qu'il a à faire. On a beaucoup investi, vous voyez en France aussi, hein. Les Genevois ont énormément investi, mais nous aussi on a fait de gros efforts pour le développement de cette capitale régionale. Robert Kramer, on a vu Robert Borrell, votre compagnon de route pendant toutes ces années, un Français, un Suisse qui se battent comme ça pour le Ceva dès les années 2000. C'était quand même pas commun. C'est magnifique de le revoir, mais c'est vrai, comme vous le soulignez, c'est un combat commun que nous avions monté avec des magistrats des deux côtés de la frontière, notamment Bernard Got et notamment Robert Borrell et notamment Étienne Blanc, enfin je peux en citer d'autres, mais à Robert Borrell on était vraiment très complices parce que non seulement on a porté le projet du Ceva, mais aussi le projet d'Agglo de façon générale, enfin le développement de ce lieu de vie. On est 1 million de personnes à nous déplacer dans cet espace du Grand Genève. Et voilà, on se déplace pour travailler, mais aussi pour nos loisirs, mais aussi pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons sportives. Et Robert le dit très bien, je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit. Antoine Natrindade, au fil de ces années, de ces travaux, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? On voit 2014 avec cet incident sur le tunnel de Champel. Est-ce que parfois ça a été compliqué? Alors, j'ai l'habitude de dire que parfois c'était compliqué, mais souvent c'était très compliqué. Donc ça vous donne un peu une image de ce qu'ont été ces travaux. Mais du découragement, non, pas vraiment. Plutôt des moments de réflexion pour savoir comment repartir de l'avant, comment rattraper le temps perdu, comment faire en sorte qu'on puisse livrer aujourd'hui cette infrastructure. Et puis terminons enfin sur l'aspect concret de ce train. Voilà à quoi ressemble ce réseau. Dès le 15 décembre, le Léman Express desservira 45 gares du Grand Genève sur 230 km. Et ce notamment grâce à la liaison Ceva, un tronçon construit entre Annemasse, Les Eaux-Vives et Cornavin. 6 lignes de train vers tout le Grand Genève en découleront en utilisant le rail déjà existant. La L1 de Coppet à Évian-les-Bains, la L2 de Coppet à Annecy, la L3 de Coppet à Saint-Gervais-les-Bains, la L4 de Coppet à Annemasse, la L5 de Cornavin à La Plaine et L6 de Cornavin à Bellegarde. En termes de cadence, le tronçon Genève-Annemasse verra passer jusqu'à 6 trains par heure, de 5h du matin à minuit et demi en semaine. Le week-end, les trains de ce tronçon rouleront toute la nuit avec un convoi par heure. Pour les autres lignes, partant en direction d'Évian, Saint-Gervais, Annecy et La Plaine, il y aura 1 train par heure dans les deux sens et 2 trains par heure en heure de pointe. Il faudra par exemple 22 minutes pour faire Genève-Cornavin-Annemasse, 1h08 pour Cornavin-Évian, 1h13 pour rejoindre Annecy depuis les Eaux-Vives. Concernant les tarifs,
Pour un déplacement au sein du canton, le billet Uniréseau classique est valable, soit 3 francs. Pour les déplacements demandant un passage de frontière, cette fois la tarification est spéciale, c'est le Léman Pass. Il permet de prendre un billet unique, des sauts de puce transfrontaliers, mais aussi des abonnements mensuels ou annuels. Il fixe un prix en fonction du trajet effectué et des zones traversées. Soit par exemple, pour un Genève-Cornavant-Annemasse, 4 francs 90, pour un Genève-Cornavant-Annecy, 19,90, 21,60 pour rejoindre les pistes de ski de Saint-Gervais. Au sujet de la fréquentation, les autorités tablent sur 50 000 voyageurs par jour. Reste maintenant à le voir utiliser au quotidien. Un seul conseil à vous donner, n'hésitez pas à le tester et nous faire des retours. Très belle suite sur Léman Bleu. Au revoir.